Hop, on est parti. Ok, super. Donc, on va aujourd'hui traiter d'un thème qui est donc l'engagement des millennials. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Jonathan Piara. Donc, Jonathan, tu peux peut-être te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Très rapidement, merci beaucoup effectivement Nathaniel de m'avoir convié pour ce webinaire. Je suis responsable du développement et de l'innovation des ressources humaines chez aramisauto.com. On en parlera 2 secondes juste après. Et du coup, je gère pour cette société toute la partie intégration, gestion de compétences, gestion de carrière et formation. Et en parallèle, je suis également psychologue cognitiviste de formation, donc sur tout ce qui est engagement, compétences et acquisition pour l'être humain, tout simplement. Ok, donc plutôt bien placé pour nous parler d'engagement et on va essayer. Alors, on va défiler les slides. Donc, bon, ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Il sera suivi d'une dizaine de minutes de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est d'introduire un petit peu le thème et Jonathan et moi-même directement. On va parler après des millennials directement. Donc, comment les motiver? Sont-ils spécifiques? Et quels sont les différents modèles d'engagement? On parlera de retours concrets avec notamment les exemples de Google et de Facebook. Et puis, on parlera évidemment onboarding, comment l'intégration peut contribuer à l'engagement, pourquoi digitaliser l'intégration et en quoi elle contribue justement à favoriser l'engagement. Donc, voilà un petit peu les thèmes qui seront abordés. Donc rapidement, pour me présenter, je m'appelle Nathaniel Philippe, je suis le CEO de A-Team. Donc A-Team est une solution spécialisée sur l'intégration qui permet donc de monter en compétences plus rapidement euh, sur, euh, sur des sujets, d'accélérer ce qu'on appelle le ramp-up. On travaille aujourd'hui avec plus de 30 clients dans des secteurs comme la SS2I, le domaine de consulting, donc tout ce qui est autour du people business, où on a besoin d'investir fortement sur les employés, les individus pour les faire monter en compétences, pour les faire progresser. Et on travaille également avec des entreprises dans l'industrie, des transports, dans le secteur de l'industrie. Et donc voilà un petit peu la typologie de nos clients. On a notamment effectué une levée de fonds assez importante qui nous permet de nous développer, d'investir sur un produit, on va dire, qui est aujourd'hui de grande qualité. Et on bénéficie notamment d'une bourse French Tech et on est accrédité CIR, qui témoigne évidemment de l'innovation de notre solution. Donc, A-Team, solution spécialisée sur l'intégration. Donc, on a parlé de Jonathan, peut-être chez donc, Aramis, tu peux peut-être nous présenter. Oui, donc Aramis Auto, hein, on est plateforme, septième site de e-commerce en France aujourd'hui. On vend des voitures neuves et des voitures d'occasion. Aujourd'hui, c'est vrai que on est extrêmement bien placé sur le marché et surtout ce qui nous différencie, c'est que on a maintenant presque plus d'1,5 million de visiteurs uniques par mois. On a 500 collaborateurs répartis sur toute la France, une usine, donc on a aussi bien un réseau de commerciaux, donc des profils de commerce, on a des profils usines, mécanos, carrossiers, moyenne d'âge de 29 ans sur nos 500 collaborateurs, ce qui nous représente bien aujourd'hui notre génération de millennials dont on va parler tout à l'heure. Ok. Alors, l'intégration. Donc, il y a aujourd'hui un vrai sujet autour de l'intégration, puisque 20% des nouveaux engagés décident de rester ou non dans l'entreprise lors des 45 premiers jours. Donc, la décision se fait très rapidement et l'importance de l'onboarding va conditionner l'engagement et la fidélité du collaborateur. On a d'ailleurs une étude d'Office Vibe qui affirme que plus de 58% des collaborateurs qui ont suivi un programme d'intégration vont rester au moins 3 ans dans l'entreprise. Donc, il y a un vrai lien entre intégration et engagement. Donc, c'est prouvé par différentes études. Et il y a une vraie différence entre un salarié, un collaborateur bien onboardé et un collaborateur non onboardé. Donc, euh, aujourd'hui, on va vraiment parler Nicolas lève la main, donc je pense il est d'accord avec cette affirmation. C'est évident, l'onboarding est contributeur de l'engagement. Je pense que aujourd'hui, vous êtes tous convaincus de ce propos. Donc, les millennials concrètement. Peut-être, Jonathan, tu peux nous parler un peu de ces fameux millennials. Ouais, aujourd'hui, en fait, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler. Certains disent entre 85 et 95, génération Y, 80, 2000. En fait,
peu importe, hein, c'est ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, qui y sont déjà depuis 5-6 ans et qui continuent à affluer en nombre. Donc voilà, à peu près 16 millions, hein, donc on a pas mal de monde là-dessus qui viennent de ces nouvelles générations. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment cette génération qui fait que ça bouleverse les codes ou plutôt la société qui a énormément évolué et qui fait que bah, c'est cette nouvelle génération qui en subit ou qui en profite, hein, peu importe dans quel sens on se place. Mais en l'occurrence, voilà, c'est de qui on parle. On parle de ces jeunes générations qui arrivent, qui seront effectivement majoritaires d'ici 2020, donc c'est demain, hein, 50% des actifs, donc c'est énorme. Et du coup, comment est-ce qu'on doit s'intéresser à cette population-là? Comment est-ce qu'on en fait un phénomène? Encore une fois, l'idée, c'est de se dire de qui on parle et surtout comment on leur parle. Est-ce qu'il faut leur parler différemment des autres? Ou est-ce que c'est la société qui a évolué qui fait qu'on doit parler à tout le monde de la même façon avec ces changements qui sont intégrés, qui sont de plus en plus dans les mœurs? Je pense notamment à toutes les dimensions collaboratives, etc., qui font que, bah, oui, même les anciennes générations ont besoin de collaboratifs, utilisent les outils. Donc attention à cette dimension de millennials parce que on en fait tout un sujet et c'est important de l'avoir parce qu'effectivement, ce sont nos collaborateurs de demain. Pour autant, est-ce qu'ils sont si différents que ça ou est-ce que ce sont les usages qui ont évolué? Là est sans doute une bonne partie de la question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit hein, dans les études, dans les différentes études sur le sujet des dernières générations, c'est cette espèce de contradiction que vous allez pouvoir retrouver hein, là-dessus, sur ce petit schéma que j'ai chopé dans une des études que j'ai pu lire. Voilà, cette notion d'obéissance ou d'indépendance. Donc on voit effectivement qu'on est plutôt sur des profils aujourd'hui qui ont besoin de leur indépendance, qui ont besoin de comprendre très rapidement, mais très très rapidement de pouvoir être en capacité d'appliquer eux-mêmes. Ils ont plutôt une vision court-termiste, donc ça doit être immédiatement applicable, ça doit être très rapidement mis en œuvre, ça doit être pragmatique. On doit passer de la réflexion à l'action de manière extrêmement rapide et on n'est plus sur des plans d'action sur plusieurs années. Ce qui peut être paradoxal, c'est cette dimension collective individuelle. On voit qu'on est beaucoup sur des préoccupations individuelles, hein, sur ce schéma-là de nouvelle génération. Et c'est pas tellement, encore une fois, forcément les nouvelles générations. Hein, ça dépend. Vous avez des personnes de plus de 40 ans qui sont beaucoup plus millennials, tels que je suis en train de le décrire, que des gens de 20 ans, et vice-versa. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tourner vers l'individuel, tourner vers son intérêt à soi, sur comment je me développe, en quoi je trouve du sens à ma vie, et pas tellement collectif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce qu'on pourrait penser, en fait, toutes les études nous démontrent un peu le contraire. Ça ne veut pas dire qu'on est auto-centré, mais en tout cas, on s'intéresse de plus en plus à ce qui nous impacte, nous, en tant qu'individus. Et c'est là qu'on voit évidemment qu'on est beaucoup plus tourné sur le partage. Donc, vous voyez, c'est ça la dimension un peu antinomique et un peu paradoxale. C'est on est individuel, mais on partage tout. On le voit avec les réseaux sociaux, on partage en permanence tout un tas de sujets. Mais l'idée, encore une fois, c'est je ne le partage pas tellement pour les autres, je le partage pour moi, parce que ça fait du sens pour moi. Et quelque part, peu importe que je considère que ça a de l'intérêt ou pas pour les autres. Quand j'envoie un tweet, ben, quelque part, peu importe, je sais que ça peut avoir un impact, hein, si on parle de Trump, évidemment. Par contre, c'est pas l'utilisateur majoritaire de Twitter, hein, même s'il en fait beaucoup. Donc, c'est tous les gens qui utilisent Twitter aujourd'hui, c'est pas tellement est-ce que mon contenu va être extrêmement pertinent. Le sujet, c'est j'ai une info que je souhaite partager. Donc, c'est vraiment un besoin individuel que je vais mettre sur la place publique. Si ça rebondit, tant mieux. Si ça rebondit pas, à la limite, tant pis. C'est pas très grave. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de le mettre en avant. Donc, je vais partager mon contenu, Instagram, Twitter. Je vais partager tout ce que je croise, tout ce que je vois en permanence. Les entreprises s'en saisissent énormément justement pour faire du marketing, pour faire de la com et ont bien repéré le sujet. Et souvent, les comptes privés ont beaucoup plus de followers, ont beaucoup plus d'impact que les comptes entreprises. Parce que bah, justement, cette génération et les gens qui sont utilisateurs se rendent très très vite compte des codes et ne veulent plus de ces codes entreprises. Et donc, du coup, quand ils voient une entreprise débarquer sur Instagram ou sur Twitter, ils ont plutôt tendance à la fuir ou à la critiquer, mais pas tellement à la partager, à la liker. Et les comptes les plus likés, bah, c'est Kim Kardashian et autres. Donc, vous voyez, rien à voir avec son entreprise. On est vraiment sur de l'individu. Donc, c'est ça qui est important, c'est la mise en avant de l'individualisme et de l'individualité. Et puis, sécurité-risque. On peut avoir cette impression aussi, et c'est effectivement ce dont on se rend compte,
Alors, certains diront c'est de l'inconscience ou de la méconnaissance, peu importe, mais en tout cas, on est moins dans des profils de il me faut absolument un CDI, en tout cas en France, je vais rester dans la même boîte pendant 40 ans et surtout qu'on ne s'occupe pas trop de moi. Et cet aspect extrêmement sécuritaire comme ont pu l'avoir les générations précédentes. Cette prise de risque, elle est sur bah non, mon intérêt individuel passant avant le reste, et ben, je suis en capacité de prendre plus de risques parce que j'ai besoin de remplir cet intérêt individuel. Et donc, cette prise de risque, elle va être permanente, bah, notamment sur son exposition, hein, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Bah, oui, je m'expose. Donc, je prends ce risque d'avoir bah, une de mes pensées, une de mes réflexions qui va être détruite sur la place publique. C'est pas grave. Je prends ce risque-là de la soumettre. Je prends le risque de quitter un job, même si j'en ai pas derrière. En l'occurrence, chez Aramis Soto, encore une fois, 29 ans d'âge moyen, j'ai rencontré un certain nombre de collaborateurs qui démissionnaient. Donc, on n'était même pas dans le cadre d'une rupture ou quoi au caisse. Hein. C'était vraiment une démission sur bah, ça y est, j'ai fait le tour. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je ne sais pas si je vais évoluer. Je ne sais pas si je vais aller dans une autre boîte. Mais en l'occurrence, bah, mon histoire ici est terminée. Donc, j'attends pas de pourrir sur place le temps de trouver un autre job. Parce que c'est souvent, quand les gens en ont marre, qu'ils ont fait le tour, bah, ils attendent de trouver un autre job. Et en général, ces périodes-là ne sont pas toujours évidentes, ni pour le collaborateur, ni pour le manager, ni pour l'entreprise. Il n'y a jamais grand monde de content dans ces cas-là. Mais plutôt, bah non, je m'en vais et puis bah, je trouverai bien. Et je trouverai bien à partir du moment où ça me correspond vraiment. Et donc, quitte à mettre un peu plus de temps à chercher, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que ça me corresponde. Du coup, il y a un besoin d'apprentissage continu aussi, en fait, finalement. Et c'est une recherche permanente. C'est une recherche permanente de monter en compétences, d'apprendre, de comprendre le monde qui les entoure et d'essayer de comprendre les codes et en quoi ils peuvent, eux, interagir avec ces codes-là en permanence. Au niveau des activités Yes. alors, Justement, là, on en avait une. Donc, avant qu'on parle en quoi ils sont différents. Donc là, vous avez une activité qu'on appelle post-it sur Klaxoon. Donc, normalement, si vous êtes connecté sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous allez avoir un gros post-it jaune s'afficher devant vous. Donc, il suffit de noter, donc, d'après vous, comment est-ce que vous voyez chez vos collaborateurs, dans vos entreprises, c'est la question que je vous pose, le désengagement ou le non-engagement, hein, qui sont deux notions assez différentes, mais à la limite, le non-engagement nous suffirait. Comment est-ce que vous observez, vous, aujourd'hui, le non-engagement dans votre entreprise? Donc, un mot-clé ou un verbe, et puis vous pouvez cliquer sur le petit avion en papier là en bas à droite du post-it pour envoyer, puis un maximum de post-it, s'il vous plaît. L'idée, c'est que vous puissiez nous nourrir aussi de ce que vous observez aujourd'hui dans vos entreprises. Donc, surtout, si vous n'arrivez pas à mettre le post-it, dites-le nous très vite. Voilà, n'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide sur les idées. Ouais, on Voilà. a besoin hein, du flux d'infos. Alors, on ouvre du coup, on clique. Alors, arrive en retard sans s'excuser ou se justifier. Absentéisme, turnover, peu de communication, manque de sourire. Est-ce que c'est du désengagement? C'est intéressant comme. L'absentéisme. Ouais. Allez-y, ouais. C'est vrai que tout ce qui est micro-absentéisme, c'est des marqueurs. Hein. Ce sont vraiment des marqueurs. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous notez, c'est factuel, hein, c'est visible, vous le voyez. Le turnover, c'est extrêmement intéressant. Donc, tout ce qui est turnover, démission, là, on est sur un point de rupture. Il y a vraiment point de rupture quand turnover, démission. Et le point de rupture, il est que il y a quelque chose qu'ils ont pu trouver dans ce que l'entreprise leur offre en permanence. Et donc, comment est-ce que je peux anticiper cette dimension de turnover? L'idée, c'est vraiment de s'intéresser au plus près à leurs intérêts s'ils coïncident aux intérêts de l'entreprise. En fait, c'est pas grave, et ça, c'est un point clé, hein, c'est pas grave que les gens s'en aillent si leurs motivations ne sont plus en lien avec les objectifs de l'entreprise. Donc ça, là-dessus, il faut aussi que tout le monde puisse en prendre conscience, que ce soit l'entreprise ou le collaborateur. Hein. OK, moi, mes ambitions ne sont plus en phase avec ce que veut l'entreprise ou avec ce que demande l'entreprise. C'est pas grave. Donc ça, à la limite, ce turnover-là, c'est plutôt du bon turnover. Parce qu'il y en a du bon aussi. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui nous disent, en fait, nous, on veut qu'il y ait un peu de turnover. C'est plutôt aussi sain, finalement. C'est sain. En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre. Zéro turnover, vous êtes sûr que vous allez dans le mur parce que ça veut dire que vous gardez des mauvais. Et quand je dis mauvais, qu'on s'entende bien, ce n'est pas forcément en termes de performance, hein, c'est aussi en termes de motivation, d'engagement. Ça veut dire qu'ils restent pour des mauvaises raisons. Parce qu'ils ont des très très bons avantages dans votre entreprise qu'ils ne trouvent pas ailleurs, parce qu'il y a des entreprises qui payent
très bien au-dessus du marché. Donc, ces gens-là savent très bien qu'ils ne trouveront jamais un poste équivalent à ce tarif-là. Donc, ça, c'est des pièges que les entreprises ont mis en place, à tort ou à raison, je laisse chacun décider, mais en l'occurrence, qui font que ça accentue le désengagement ou le non-engagement des collaborateurs qui progressivement se disent, en fait, l'entreprise m'a piégé par les avantages que j'ai, par tous ces espèces de paillettes, ok, j'ai le baby-foot, on m'offre la bouffe, Prison dorée. Prison dorée. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la prison dorée. Et du coup, ben, on ne peut pas leur reprocher d'être moins engagés si l'intérêt de la boîte, l'intérêt qu'ils ont, on va parler de motivation juste après, euh, effectivement, n'y est pas. Juste pour regarder, hein, parce que merci de toutes vos contributions, c'est hyper intéressant. Donc, j'ai pas mal parlé de turnover. L'absentéisme, pour moi, c'est un vrai sujet managérial. C'est pas tellement l'entreprise en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est un marqueur pour les personnes qui ont marqué absentéisme et micro-absentéisme que je vais relier. Il y a beaucoup d'absentéisme. C'est Ouais. un marqueur de non-engagement. Ah, mais clairement, hein, clairement. Alors, le manque de sourire, ça, c'est très individuel. Les personnalités, il y a des personnalités qui peuvent être extrêmement engagées et pour autant qui ne sourient pas beaucoup. J'en connais quelques-uns, j'ai quelques exemples en tête. Bon, ça peut être un marqueur, par contre, s'il y a un changement d'humeur. Le changement d'humeur est un marqueur de non-engagement ou de désengagement. Un collaborateur qui avait cette habitude de sourire en permanence, de mettre de l'ambiance dans l'équipe et qui du jour au lendemain se renferme complètement, oui, là, c'est un marqueur, mais c'est un marqueur que le manager doit aller repérer et creuser immédiatement. Ça, c'est sûr. Ils sont consommateurs. Alors ça, c'est intéressant. Aramis Auto on se soumettait au palmarès Great Place to Work depuis 2012. On a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que le système nous avait pas. En fait, il y avait pas mal d'entreprises qui trichaient et nous, ça nous convenait pas parce que c'était pas notre mode de fonctionnement par rapport au positionnement Great Place to Work. Et en fait, quand vous faites partie du palmarès Great Place to Work, vous avez l'opportunité d'échanger avec d'autres entreprises qui font partie du palmarès. Et je me souviens de certaines entreprises qui nous disaient, pour rejoindre le point consommateur, nous, chaque année, on donne un nouveau jouet, entre guillemets, à nos collaborateurs pour les remercier d'avoir été Great Place to Work. Donc, le fameux baby-foot dont je vous parle, ou la bouffe gratuite, ou un prof d'anglais à domicile. Et en fait, donc c'était les ressources humaines avec qui j'échangeais, me disaient, le problème, c'est que c'est devenu un piège, puisque aujourd'hui, chaque année, nos collaborateurs nous demandent c'est quoi la nouveauté, c'est quoi le nouveau jouet qu'on a. Et ça, c'est un marqueur extrêmement fort des entreprises qui ont voulu suivre énormément la tendance dont on entend tous parler sur la communication interne, tout ce qui est le bien-être au travail. Donc, vous avez aujourd'hui des métiers qui sont Chief Happiness Officer. Tous ces gens-là, c'est très bien. Ça peut être utile, et je dis bien ça peut être utile à une seule condition, que le fond, la stratégie de l'entreprise, ce pourquoi les gens viennent travailler existe, soit partagé et que les gens sachent pourquoi ils viennent bosser. Si l'entreprise se transforme uniquement en salle de jeu et qu'on leur dit accessoirement ce serait bien d'aller bosser, mais on ne sait pas trop bien pourquoi, comment et à quoi ça sert, vous pouvez mettre tous les avantages que vous voulez, ça ne servira à rien en tout cas en termes d'engagement. C'est le fameux why en fait. Exactement. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi, c'est le sens. Sinon, on ne donne pas le sens aux collaborateurs de pourquoi ils travaillent. Ça ne sert à rien. Vous pouvez rajouter autant d'éléments de consommation, ils vont consommer. C'est l'entreprise leur donne, ils prennent, c'est pas un problème. Donc ça, la dimension consommateur, elle est extrêmement importante parce qu'elle dépend énormément, énormément du mode de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est pas tellement une question de génération, c'est vraiment une question de mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, il faut y faire extrêmement attention. Ouais. Négocier systématiquement une contrepartie, pour moi, c'est lié à la dimension de consommation. Manque de nouvelles idées. Comment on les provoque? Oui. En tout cas, c'est un marqueur. Les gens qui… après, pareil, c'est un peu comme le sourire de tout à l'heure. Les gens qui manquent de nouvelles idées, c'est en quoi est-ce qu'on les accompagne pour aller dans ces idées-là? Est-ce que c'est des gens qui en avaient beaucoup, qui n'en font plus? Alors oui, dans ces cas-là, on peut dire que c'est des gens qui commencent à se désengager. Donc, en quoi sont-ils différents? C'est toi qui voulais parler sur ce sujet-là? Rapidement, en tout cas, merci de jouer le jeu. Voilà, ce qui est sympa, c'est d'avoir cette interactivité. Donc, cette nouvelle génération, on en a parlé. Ils sont en effet connectés de manière permanente, donc chez eux, sur leur mobile, le week-end, le soir. Ils sont très à l'aise avec les outils digitaux, donc ils vont être un petit peu
choqué quand il y a encore du papier dans les entreprises. Il y a un impact en termes d'image au niveau de toute la partie administrative dans l'entreprise. Si vous travaillez avec ces nouvelles générations, vous ne pouvez pas finalement utiliser les outils de l'époque, en fait. Donc, il faut vraiment moderniser ces outils, il faut moderniser son approche, euh, parce que pour ces nouvelles générations-là, c'est une évidence, en fait. Il n'y a même pas de questions à se poser. Euh, on parle beaucoup de remote work, de travail depuis chez soi. Ils ont besoin de flexibilité. Évidemment, il faut que ça se fasse dans des propensions qui soient raisonnables. Il faut avoir des outils aussi pour manager derrière. Mais aujourd'hui, en effet, il y a un besoin en tout cas de flexibilité. L'aspect social, repenser le lieu de travail. Bon, on a parlé un petit peu des open space, des coworking space. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tendance. On voit beaucoup de grandes entreprises qui proposent à leurs collaborateurs de travailler dans des coworking space. Et donc, ça fait partie aussi euh, de ce qu'on peut proposer. Donc, on va parler de motivation. Donc, Ouais, la partie un peu moins funky, peut-être, de la présentation. Ça, c'est un peu ma casquette de psychologue cognitiviste, hein. C'est juste pour dire ce qui est extrêmement important, et c'est là, en fait, le point clé, qu'on soit millennials ou pas, en fait, hein, on est tous soumis à ces deux facteurs de motivation. Donc, vous avez le facteur extrinsèque, donc tous les éléments qui sont extérieurs à l'être humain, et puis vous avez le fameux facteur intrinsèque, donc tout ce qui vous appartient. En fait, ce qu'on voit sur la partie du haut, hein, espèce de rosace que vous voyez, c'est tous ces éléments-là ne sont pas des facteurs de motivation à proprement parler. C'est-à-dire que personne ne se lève tous les matins en se disant qu'est-ce que je suis bien payé. Parce que je prends le sujet de rémunération parce que c'est souvent celui qu'on nous donne le plus. Encore une fois, je suis dans une société, de distribution automobile, donc c'est une boîte de commerciaux. Nos commerciaux ont un variable qui est déplafonné, donc vous pouvez imaginer, nous on est vraiment axé sur la performance. Pour autant, ce n'est pas ce qui les motive le plus quand vous leur parlez, quand vous échangez avec eux. Ça reste un élément qui leur permet de rester dans l'entreprise, mais à partir du moment où ils n'ont que ça, ben, ils ne vont pas rester plus longtemps que les autres, en fait. Et donc, tous les éléments que vous voyez en haut, intérêt pour le métier, donc juste globalement, les avantages, les conditions de travail, rémunération, l'ambiance, le statut et même la relation avec son manager, s'il y a des problèmes avec un de ces éléments-là, ce sont des irritants. Vous allez avoir des collaborateurs qui vont vous dire je ne suis pas assez bien payé, il y a une mauvaise ambiance, je ne suis pas en phase avec mes conditions de travail, je trouve qu'on n'a pas assez d'avantages. Donc, clairement, ça, c'est des choses que le collaborateur va soumettre à son manager, va soumettre à son entreprise. Par contre, dire oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, nos avantages, ils sont trop super, on a une super rémunération tous les matins, en fait, c'est moins le cas. C'est pas des gens qui vont, c'est pas ça qui va faire que les gens vont se lever le matin. Par contre, sur la deuxième partie, hein, donc tout ce qui vient de vous, hein, donc la dimension intrinsèque, curiosité d'esprit, désir de grandir, d'évoluer, envie d'apprendre en permanence, de donner un sens à sa vie, de savoir pourquoi je travaille, à quoi ça sert. Donc, c'est pas par rapport à l'intérêt sur le métier, c'est pas l'intérêt du métier en tant que tel, c'est la conséquence du métier qui devient motivante. Et donc, cette dimension-là, si vous ne travaillez pas cette dimension-là de motivation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au-dessus. Vous ne réglerez pas la dimension motivation. Vous réglerez la dimension irritation, mais pas motivation. Et c'est souvent ce que font les entreprises aujourd'hui avec ce qu'on a évoqué, hein, les super espaces, les baby-foot, etc. On travaille les irritants parce qu'on en a marre d'entendre nos collaborateurs râler. Donc, du coup, plutôt que de traiter les sujets de fond sur à quoi ils servent, en quoi ils contribuent réellement à la réussite de l'entreprise, parce que ce n'est pas toujours évident, hein, de le savoir sur tous les postes, d'essayer de se creuser la tête, à quoi ils servent vraiment, en quoi ils servent les objectifs, la stratégie, est-ce qu'ils la connaissent tous déjà? Interroger vos collaborateurs, ça peut être intéressant, hein, de savoir est-ce qu'ils sont parfaitement en phase, est-ce qu'ils connaissent la stratégie de votre entreprise. C'est comme c'est pas toujours évident de travailler sur ces sujets-là, on préfère les laisser de côté et aller travailler les irritants. C'est là où le rôle des managers est clé. On dit souvent on ne quitte pas une entreprise, on quitte son manager. Voilà, c'est un irritant, hein, c'est sûr. Donc, c'est au manager de transmettre toutes ces infos-là, de donner cette curiosité d'esprit, de donner cette envie d'apprendre. Et régulièrement sur ces nouvelles générations, mais sur toutes les générations, c'est juste que les anciens avaient moins l'habitude d'en parler, avaient moins l'habitude de s'exprimer sur des sujets, mais ils y pensent tout autant de la même façon sur OK, à quoi je sers, à quoi ça sert ce que je fais. Et très vite, vous pouvez tomber dans je touche ma rémunération, je fais mon 9h-18h. On avait un post-it là-dessus tout à l'heure. Oui, je me contente de mes horaires. Pourquoi? Parce que
ok, peut-être que sur toute la rosace du haut, je suis bien payé, j'ai une bonne ambiance, mais en soi, je vois pas pourquoi je passerais une minute de plus dans ce travail que ce qui est requis, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je comprends pas le sens que ça a. Donc, c'est là que vous pouvez voir très rapidement les leviers motivationnels de l'être humain, en fait, hein. Très clair. Donc ça, c'est un modèle d'engagement alors qui nous appartient, hein, c'est ce que j'ai conçu pour Aramis Auto, mais en soi, vous tapez modèle d'engagement sur Internet, je pense que vous en trouvez des dizaines. C'est vraiment ce que j'ai pu travailler au fur et à mesure de toutes ces années chez Aramis Auto avec notre public, encore une autre fois de 29 ans d'âge moyen, donc assez représentatif de notre sujet d'aujourd'hui. À chaque fois, ce qui ressort, c'est quatre facteurs. Donc, est-ce que je suis impliqué dans mon job? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que j'en suis fier? Est-ce que je soutiens? Et sur deux grandes dimensions, donc ces quatre facteurs-là, sur deux dimensions, à la fois sur mon poste, mon métier à moi, et à la fois sur l'organisation. En fait, ce dont on se rend compte, c'est les gens qui ne sont que sur ces quatre dimensions, déjà s'ils y sont, c'est bien, hein, mais qui sont sur ces quatre facteurs, mais que sur le poste, bah, quelque part, c'est ce qu'on appelle des mercenaires, hein. Donc, peu importe l'entreprise, ça, ce sont des gens qui peuvent être très bons, très doués, mais qui vont vous quitter du jour au lendemain. Parce que, encore une fois, peu importe l'entreprise, je peux être extrêmement impliqué dans la qualité du travail que je fais. Je peux être absolument satisfait de ce que mon métier m'apporte et fier de ce que je fais. Je soutiens, je trouve que c'est vachement bien, etc. Par contre, moi, la stratégie de la boîte, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais être focalisé sur le job et le job va primer sur l'entreprise. Et ce qui est fait l'engagement, parce que si on prend l'extrême inverse, donc des gens qui seraient impliqués, satisfaits, fiers et en soutien juste de leur boîte, bah, c'est des gens qui vont être très, très populaires dans l'entreprise parce que toujours en support de la boîte, des valeurs, de la stratégie. Par contre, ils vont manquer de ce qu'on appelle le drive technique. Du coup, le manager, lui, il va voir que ben, sur le poste, ça ne le fait pas. Et donc, le collaborateur de lui-même, en fait, il va se désengager sur son job. Donc, il va faire tous les à côté, tous les pots de départ, tous les pots d'arrivée, il sera là, pas de problème. Tous les événements de l'entreprise, il y sera. Par contre, ben, quand il n'y aura pas ce type d'événement, quand il n'y aura pas de sujet entreprise, oui, il fera un travail pas forcément de qualité ou il ne sera pas forcément engagé à faire un travail de qualité parce que globalement, son job, il n'y voit pas trop d'intérêt. Par contre, il a bien compris celui de la boîte. Donc là, dans le premier cas, vous avez un manager qui fait très bien son boulot et peut-être une communication d'entreprise qui l'a fait moins bien ou le manager qui ne transmet pas suffisamment, qui ne fait pas suffisamment le lien entre le job et la stratégie de l'entreprise. Et dans le deuxième cas, bah, vous avez une entreprise qui sait parfaitement communiquer sur la stratégie, sur l'intérêt, sur les perspectives, l'ambition et la mission de la boîte. Par contre, là, on a une carence managériale qui fait que je ne le rattache pas forcément au poste. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux en parallèle. Et c'est là, en tout cas dans ce que nous, on a mesuré chez Aramis Auto, qu'on va vraiment toucher l'engagement de nos collaborateurs. Et en fait, quand on parle de millennials, tu disais justement que c'est des personnes qui sont très individuelles. Et on va souvent voir une implication peut-être forte sur le poste. Donc, voilà, des personnes mais qui vont réfléchir par rapport à leur mission, par rapport vraiment de manière purement par rapport à l'intérêt du job en fait. Ouais, tout à fait. C'est un peu, on manque parfois aussi de justement avec les nouvelles générations parce que elles sont jeunes, elles n'ont pas encore forcément l'expérience d'avoir travaillé dans des entreprises et donc du coup elles ont moins ce sens de l'organisation. Alors comment gérer en fait quand justement tu as ce type de cas en fait? Bah, en fait, alors, je ne sais pas si on le gère, mais en tout cas, pour travailler sur ces dimensions, pour fédérer sur l'organisation, sur l'entreprise, l'idée, c'est vraiment de communiquer, d'être transparent sur bah, voilà ce qu'on fait, voilà notre business, voilà à quoi il sert, voilà les projets qu'on a, de solliciter les collaborateurs aussi sur leur intention de participer à ce type de projet de manière très pragmatique, hein. Nous, c'est ce qu'on fait en permanence chez Aramis Auto, hein, c'est nos collaborateurs, du commercial au chargé de clientèle, à l'expert sur le réseau, au mécanicien dans l'usine ou jusqu'au directeur marketing. On demande à tout le monde, on sollicite tout le monde sur quel progrès vous voulez qu'on travaille, comment est-ce que vous considérez qu'il faut avancer, que dit le client. Donc ça, c'est très très important et c'est sans doute une des clés aujourd'hui qu'on a trouvé chez Aramis Auto pour attacher au maximum nos collaborateurs à l'organisation, c'est qu'on a fait vraiment une bascule depuis 2 ans sur l'intérêt et le focus client. On a demandé à nos collaborateurs, arrêtez de regarder comment vous pouvez améliorer votre travail pour vous-même, qui rejoindrait un peu plus notre dimension poste. On ne leur a pas demandé d'améliorer leur job pour l'entreprise, on leur a demandé de l'améliorer pour le client. Et du coup, en faisant ça, c'est comment je mets en avant mon entreprise
vis-à-vis de ce client et comment ce client, je dois l'écouter dans les bons et dans les mauvais Du retours coup, c'est lié aux valeurs aussi. pour m'améliorer. C'est lié aux valeurs, tout à fait. Donc, on a beaucoup travaillé sur les valeurs qui viennent de nos collaborateurs d'ailleurs. Alors, Petite question? petite question. Ouais, non, c'est avant de passer. Alors, Alors, d'après vous, est-ce qu'ils s'intègrent différemment dans une entreprise, les millennials? Quel est votre avis? Oui ou non? Pour l'instant, on est sur un. Ok. allez-y, hein. Vous êtes plus nombreux que ça, hein? Pour le moment, il y a un net, Ouais. penchant vers le oui. Le oui écrase le non. Je ne sais pas s'il y a d'autres partisans du non, mais exprimez-vous maintenant. Ou jamais. Bon, je crois que c'est clair, hein, Ouais, au niveau de la réponse. là, on a notre réponse. 92% de oui, ils s'intègrent différemment. On va voir, hein. On va voir ça. Ok. Euh, alors, on va parler un peu de Google et de Facebook. C'est vrai qu'on parle souvent des entreprises tech chez A-Team. Pourquoi? Parce elles sont souvent en avance sur les modes de management et sur les modes de collaboration. Elles adoptent très rapidement, donc on parle de transparence, de communication de valeur. C'est c'est des pratiques qu'elles mettent en place de manière très naturelle, beaucoup plus que des boîtes peut-être plus traditionnelles. Et donc, elles communiquent énormément. Elles en font d'ailleurs un vecteur de leur marque employeur. C'est-à-dire qu'on prend souvent l'exemple de Google qui a notamment communiqué sur cette notion de parrain et de mentor dans le cadre de l'onboarding. Mais en fait, ça existait déjà depuis des années, la notion de mentor. Mais c'est Google qui l'a popularisé. Et du coup, ils s'en servent comme un vecteur de marque employeur. Et donc, ces entreprises-là ont une image extrêmement positive auprès des jeunes et donnent envie. Elles ont les moyens aussi d'attirer les jeunes, évidemment, mais c'est vraiment aujourd'hui des entreprises qui sont sexy en tout cas. Donc, en termes d'intégration, on va parler notamment de Google où on rentre sur de l'apprentissage concret en groupe. L'idée, c'est d'éviter l'isolement. Donc souvent, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on peut se sentir un peu à l'écart. Les personnes se connaissent déjà depuis pas mal de temps, pas mal d'années souvent. Et donc, on arrive, c'est compliqué de faire son petit trou. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer des connexions via un apprentissage collaboratif. Euh, on a également l'importance de pouvoir faire des points réguliers avec son manager, un système de check-in en fait, toutes les semaines, tous les mois. On voit beaucoup d'entreprises mettre en place ce système de check-in. Ça paraît assez évident, mais c'est souvent pas fait dans les entreprises. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce retour, ce feedback. Et puis, une pratique comme assigner un mentor et d'encourager le dialogue, notamment par le partage des valeurs de l'entreprise. Euh, Facebook, alors eux vont tout de suite, leur spécificité, c'est qu'ils vont rentrer dans le pratique et dans le concret. Donc, on a tout de suite une première mission qui est affectée. On a un bootcamp où on va pouvoir se familiariser avec le code. On propose une expérience qui soit pratique. Donc, comme vous le voyez, ces grandes entreprises sont dans la praticité. On parle également des 45 premières minutes. C'est le CIO, le euh, Chief Information Officer de Facebook, qui explique donc l'importance des 45 premières minutes, le premier contact. Et donc là aussi, il faut être efficace, il faut être impactant. Tous ces éléments vont évidemment favoriser l'engagement. Donc l'onboarding va être un vecteur de l'engagement et va permettre dès le départ de démarrer finalement sur les bonnes, Bases, quoi, sur les tout bonnes bases. simplement. Exactement. Exactement. Petite question, d'après vous, ou ce que vous faites dans votre entreprise aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont vos bonnes pratiques de onboarding? L'idée, c'est pas qu'on répète, mais qu'on puisse partager aussi tous ensemble toutes les bonnes pratiques que vous avez de onboarding. Donc, allez-y, hein, un mot-clé. Donc là, normalement, vous avez votre activité qui s'est lancée sur Klaxoon. Euh, le livret d'accueil, très bien. Le kit de bienvenue. Bienvenue, ouais.
toujours un petit peu. Alors, pour les mots composés, si vous pouvez faire des tirets entre les mots, parce que sinon, ça ne va pas les prendre. De la formation, ok. Vous avez la possibilité de liker aussi les mots des autres, hein, si vous voulez en faire sortir un particulièrement. Un buddy, Un buddy, ouais, on ouais, trouve mentor. souvent, ouais. Vie ma vie. On va mettre des petits tirets pour les. Ok, il y en a pas mal. Mentoring, ok. Donner de l'histoire, le planning, pilote dédié. Ok, on a pas mal de productions là. Déjeuner, ouais. C'est Ouais, bien, c'est c'est hyper top. intéressant. Merci. Hop là. Comme ça, on vous partagera aussi tous ces éléments-là. Yes, merci. Alors, ce qui serait intéressant, et il nous reste quelques minutes, l'idée c'est de parler de, voilà, de ce que tu as mis en place chez Aramis, que tu nous expliques voilà, l'onboarding, justement, en quoi ça consiste. Chez nous, en fait, on a tous les ans, on se repose la question. Aramis Auto, donc moi, ça fait 4 ans et demi que j'y suis. On est passé de 200 à 500 collaborateurs. On fait à environ 150 recrutements par an. Donc, vous voyez, on a des gros volumes, hein, nous, de onboarding. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est il faut qu'on le décompose et il faut qu'on puisse personnaliser ce parcours. Donc, la première étape aujourd'hui qu'on a sur chaque nouvelle intégration, c'est on conçoit un parcours personnalisé avec le manager. À une différence près, c'est que sur le réseau, c'est quelque chose, donc sur notre réseau commercial, c'est quelque chose qu'on a industrialisé. Mais on fait quand même un point systématique avec le manager pour s'intéresser au cas particulier du nouveau collaborateur qu'il intègre. Sur 4 points clés, comment il va apprendre l'entreprise, comment ton collaborateur va intégrer le sujet entreprise, la connaissance qu'il a de l'entreprise, de son service, de son métier, comment il va apprendre son métier et comment il va apprendre ce qu'est le client. Donc, soit par une immersion terrain, soit par des enquêtes, mais en tout cas, il doit avoir un regard client. Donc, c'est ces 4 points clés-là qu'on travaille systématiquement avec les managers sur tous les parcours d'intégration. Ensuite, on est sur une deuxième étape de pré-onboarding. Donc là, on commence à communiquer avec notre futur collaborateur qui n'est pas encore dans les murs de l'entreprise. Et donc, sur notre plateforme SIRH, on lui donne un accès dédié onboardé sur lequel il a un certain nombre d'éléments déjà à faire, un certain nombre d'actions à mener. On lui met à disposition un e-learning de bienvenue. Donc là, il va apprendre déjà, il va commencer à regarder qui est la boîte, son histoire, ses valeurs, un certain nombre de sujets. Et on l'invite évidemment à notre journée d'accueil. Donc on fait systématiquement une journée pleine d'accueil pour 100% de nos collaborateurs. Et comme on a des gros volumes de recrutement, en général, on essaye de faire caler la date d'arrivée avec la date d'accueil, puisqu'on fait des sessions toutes les 2 semaines de 10 à 15 personnes. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières étapes. Avant même d'arriver dans l'entreprise commence à discuter avec le collaborateur, commence à l'engager en fait. Hein. Et un des marqueurs clés, c'est que donc là, le fameux e-learning de bienvenue, de pré-onboarding, on l'a mis en œuvre depuis le mois de mai. 100% des collaborateurs qui arrivent en journée sur le premier jour ont fait ce e-learning. C'est très, très marquant, 100%, tout simplement parce que quand un collaborateur n'est pas encore dans l'entreprise, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il va le faire. Il vient de signer son contrat, il veut donner une bonne image de lui. Du coup, il va prendre tout ce qu'on va lui donner et il va faire tout ce qu'on lui demande. Et surtout, ça l'intéresse et il se dit, OK, je comprends dans quelle boîte je suis en train d'arriver. C'est hyper intéressant en termes d'engagement. C'est vrai que c'est souvent une des difficultés quand j'échange avec des responsables de recrutement ou de formation. C'est comment j'engage le collaborateur, comment je suscite l'intérêt en fait, notamment tout au long en fait de la vie du collaborateur. Et au moment de l'intégration, on a vraiment ce pic d'engagement. Ça représente un moment très fort et le collaborateur, comme tu le disais, va en fait regarder les vidéos, faire les formations, il va s'intéresser, il va le faire. Et on a un moment qui est quand même clé, qui est charnière et qui va être un vecteur d'engagement dans l'entreprise, qui a un vrai. Donc, c'est une période qui est vraiment instrumentale. Donc ensuite, premier jour d'accueil donc de nos collaborateurs. Donc là, on fait surtout cette journée autour d'un grand jeu. On invite un des 2 fondateurs à faire une intervention en général d'un quart d'heure, 20 minutes,
Ça marque tout de suite les esprits. Le fait que le patron puisse descendre, ou en tout cas, donc, chez nous, on a cette chance d'avoir nos deux fondateurs qui sont au cœur de tout l'écosystème d'Aramis Auto, donc qui s'impliquent vraiment et ils viennent donc tous les 15 jours, 15-20 minutes à cette journée d'accueil pour parler des valeurs de l'entreprise, de comment cette entreprise est née. Et puis toute la journée, c'est un grand jeu entre ce qu'ils ont compris du e-learning et le livret d'accueil qu'on leur remet. Je voyais que ça ressortait aussi dans les bonnes pratiques. Donc oui, le livret d'accueil, on en voit toutes sortes. Hein. LinkedIn a fait tout un guide sur les livrets d'accueil. On en discutait justement avec Nathaniel juste avant le démarrage du webinaire du livret d'accueil. Nous, on l'a vraiment conçu pour répondre aux questions pragmatiques de nos collaborateurs. On voit nos collaborateurs comme des clients. Quelles sont les questions que vous pouvez vous poser? Ça va du qui est ce collaborateur membre du COMEX à comment je fais une note de frais. Donc des choses très très basiques, mais qui peuvent être extrêmement bloquantes pour le collaborateur quand il arrive dans une entreprise. Je ne connais pas les codes, je ne connais pas les règles, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que je dois être en costard-cravate? Est-ce que je dois être en jean basket? C'est tout bête, mais ça peut très vite mettre mal à l'aise un collaborateur qui ne sait pas, qui n'a pas repéré ces codes-là forcément dans l'entreprise. On fait également un tour des locaux, donc on présente notre environnement de travail et évidemment un pot d'accueil le soir avec en fait les managers du COMEX et les managers de ces équipes-là et tous ceux qui veulent au siège en l'occurrence venir rencontrer nos nouveaux collaborateurs. L'étape d'après, donc là on démarre vraiment la formation métier, donc avant c'était juste une journée et on enchaîne tout de suite sur une formation métier. Pour les collaborateurs du commerce, on enchaîne sur 4 à 7 jours de formation dédiée en salle où ils vont apprendre le métier, leurs outils, et ils vont commencer à produire, ils vont appeler des vrais clients, ils vont commencer à essayer de vendre des voitures, à essayer de comprendre le discours. Dans notre usine de reconditionnement, on est plutôt sur une semaine d'observation de terrain sur comment fonctionne chacun des postes et comment moi je m'intègre dans cet écosystème. Et pour nos collaborateurs au siège, on est plutôt sur des parcours de formation qui vont de 2 à 4 semaines. Et donc là, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est individualisé. Donc, je ne vais pas tous vous les détailler, mais chaque collaborateur a bien son parcours qui va entre 2 et 4 semaines. Et pour comprendre, comme je vous le disais, l'entreprise, son service, son métier et le client. Dernière étape qui est tout aussi essentielle en fait que tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à présent, en tout cas chez nous, c'est dès le démarrage, comment j'évalue moi manager, moi entreprise, la bonne intégration de mon collaborateur. Ça ne suffit pas de dire je mets toutes ces belles choses en place. Si je ne les évalue pas, si je ne mesure pas l'efficacité de mon parcours d'intégration, quelque part les RH se sont fait plaisir et puis ça ne va servir à rien. Donc cette dernière étape, elle est absolument essentielle pour le manager, pour le collaborateur et puis pour le service RH tout simplement pour aménager les choses qui devraient l'être. Et donc, on fixe dès le démarrage 3 livrables. Donc, on demande à chaque collaborateur 3 livrables à l'issue des 3 premiers mois. Donc, qu'est-ce qu'il doit nous rendre dans 3 mois? On fait une première rencontre à 1 mois pour essayer de comprendre est-ce que le collaborateur s'est bien intégré, est-ce que ça fonctionne bien dans l'entreprise, avec ses collègues. Donc là, on n'est pas encore sur le métier parce qu'au bout de 30 jours, on considère qu'il est encore bien en train d'apprendre, de découvrir son environnement. À 60 jours, on fait une évaluation plus sur ce qu'on appelle le cultural fit. C'est est-ce que ça match avec la culture de l'entreprise? Autant dans les 30 premiers jours, c'est compliqué de le mesurer parce que les gens veulent se montrer sous leurs meilleurs jours. Donc, ils s'adaptent, ils se coulent dans le moule de ce qu'on leur propose. Autant à 60 jours, on peut commencer à avoir un vrai regard sur le cultural fit. Est-ce que ça match vraiment avec la culture de l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise? Et c'est là que vous pouvez très rapidement le mesurer. Ce n'est pas pour rien non plus si c'est à 60 jours qui correspondent, pour ceux qui l'auront repéré, à des dates clés pour les périodes d'essai, les renouvellements, etc. C'est aussi normal, c'est aussi à ça que doivent servir les périodes d'essai. Il faut leur rendre leur rôle premier, ça doit me servir à s'essayer les uns les autres. Le collaborateur, il doit essayer l'entreprise et le manager doit essayer le collaborateur. Donc, c'est vraiment cet échange-là. Et à 3 mois, on est vraiment sur une évaluation globale de l'intégration avec les fameux livrables qui doivent arriver. Et donc, on va faire un bilan sur qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois en termes d'intégration, de métier, d'apprentissage, de livrables. Est-ce que tu as tout capté? Est-ce que tout a bien fonctionné pour toi? Et du coup, nous, on dresse un bilan et ça nous permet de nous assurer que les collaborateurs qui cochent toutes les cases ont un risque de départ beaucoup moins élevé que les autres collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré, nous, aujourd'hui. Les managers qui le font, parce qu'on a encore des managers qui ne le suivent pas parfaitement, nous, on met à disposition. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça prend du temps.
ça prend du temps de s'intéresser à ses collaborateurs. Et du coup, j'ai trop la tête dans la production, dans les opérationnels et je manque de recul. Donc, heureusement, c'est une minorité aujourd'hui chez Aramis Photo. C'est vraiment un système qu'on a mis du temps à mettre en place, hein. Ça a bien mis 6-9 mois chez nous Ah oui. à vraiment être bien diffusé, bien auprès de notre centaine de managers. Aujourd'hui, c'est vraiment institutionnalisé. Il en reste quelques-uns, mais c'est vraiment une toute petite, une toute petite partie, quoi. C'est assez impressionnant. Là. C'est ce qu'on recommande, hein, nous, avec, évidemment, avec A-Team. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a du feedback, il y a de l'évaluation, il y a le manager, il y a les RH, il y a le parent. Donc, il y a plein de choses à mettre en place, à articuler. Puis il y a quand même beaucoup de tâches qui peuvent être aussi répétitives et monotones. Et donc, justement, euh, comment mettre en place tout ça at scale, c'est-à-dire à une échelle globale, c'est typiquement tout l'intérêt d'un outil comme A-Team. En tout cas, super parcours. Ça nous donne des bonnes idées et de quoi nous inspirer aussi pour intégrer ces pratiques. Bah, c'est vrai que le point clé ici, hein, c'est ce que tu évoquais, c'est le manager. Et c'est ça qui nous a permis de diffuser aussi largement ces pratiques-là. C'est Ouais. que c'est le premier point, c'est la première étape. On définit le parcours d'intégration, pas tout seul en chambre, et on lui pousse en disant, tiens, intègre ton collaborateur comme ça. C'est non, je fais un point avec toi, je te rappelle qu'il a bien sa formation métier, qu'il arrive bien à telle date, et comment est-ce que toi tu vas le suivre. Et du coup, c'est un moment où on construit ensemble, même si encore une fois, maintenant de plus en plus, 80% du cœur du parcours est déjà conçu pour la plupart des collaborateurs. Mais il y a toujours ce 20% il peut l'étayer, il peut Exactement. l'ajouter, il peut l'agrémenter, etc. C'est ça. S'il amène un plus senior dans une équipe de plus junior, comment il fait, etc. Donc, voilà. Il nous Ça, reste c'est une. quelques Ouais. minutes, on arrive à la fin du webinaire. On va passer après une phase de questions-réponses. Donc là, C'est juste une c'est la checklist. Hein. ouais. Elle n'est pas très visible, donc on vous enverra si vous le souhaitez pour ceux qui le souhaitent. La checklist que nous, on a créée, qu'on remet à chaque manager sur bah voilà, qu'est-ce que tu dois cocher avant, avant l'arrivée, pendant le onboarding, pendant sa première semaine, pendant son premier mois. Enfin, voilà, nous, c'est des choses qu'on demande aux managers de checker, de cocher, avec bah, un standard de passation aussi. Hein, quand un collaborateur qui prend la place d'un autre, comment ils doivent se passer les dossiers. Ça marche beaucoup plus entre managers, évidemment. Donc voilà, donc ça, c'était juste un petit exemple de checklist assez simple et efficace pour les managers. Euh, alors, on va lancer Ouais, dernière l'activité. petite évaluation bah, pour savoir déjà si on avait répondu à vos attentes sur ce webinaire. Hein. Donc 5, tout à fait, 1, pas du tout. Donc allez-y, hein, l'idée c'est d'avoir un maximum de vos retours euh, pour qu'on. Faites-nous du feedback bienveillant, évidemment. C'est toujours bienveillant. Et n'hésitez pas en commentaire ou en message, hein, parce que j'ai vu que vous aviez bien utilisé la zone de message. N'hésitez pas à nous dire sur quel sujet vous souhaiteriez qu'on aille plus loin. Puis si vous avez des questions, du coup, que ce soit sur Klaxoon ou sur la plateforme Zoom, Ouais, hein, exactement. n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste Il nous reste quelques un peu de minutes. temps. Ouais, il nous reste quelques minutes. Bon, en tout cas, bon feedback, puisque je crois qu'on est à 5 sur 5 Bah, écoute, pour ça l'ensemble a des l'air, votants. Bah, écoutez, merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux peut-être parler, alors pour toi, est-ce qu'il y a une différence finalement entre les millennials et les autres et est-ce qu'il y a un engagement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique en fait à mettre en place? Bah, je sais pas si c'est une conclusion qui fera plaisir à tout le monde, parce que j'ai vu que ça avait emporté un grand oui, les millennials s'intègrent différemment. Je suis pas d'accord avec ça en fait. C'est pas les millennials qui s'intègrent différemment, c'est les entreprises qui doivent repenser globalement l'intégration de 100% de leurs collaborateurs. Que ce soit ou non des millennials, on s'en fiche. Vous intéresserez et vous passionnerez tout autant des non-millennials que des millennials si vous faites des beaux parcours d'intégration. Il ne faut pas que ça s'arrête à l'intégration, c'est toujours la même chose. Hein. Derrière, ça doit être suivi, ça doit être construit. C'est un peu comme le baby-foot. Si ça s'arrête à un moment et derrière, il n'y a plus rien, ok, vous avez validé les périodes d'essai de vos collaborateurs, mais si c'est pour que derrière, il ne se passe rien, ce sera tout aussi dramatique. Donc, le vrai sujet, c'est que les millennials, en fait, ils subissent ou ils profitent de ces changements de génération, de ces changements de société aussi, hein, de ces outils, de ces nouvelles technologies, et puis de cette prise de conscience de plus en plus, hein, de toutes ces études scientifiques qui commencent à être intégrées dans les entreprises et les entreprises commencent à comprendre. Donc ça coïncide avec l'arrivée des millennials, mais c'est surtout toutes ces études qui nous démontrent que le travail collectif, l'intérêt individuel, le sens, donner du sens,
On n'est plus dans le Fordisme, hein. C'est Ford qui disait vous pouvez faire la couleur de voiture que vous voulez. À partir du moment où elle est noire, ça ne pose pas de problème. Bon, on n'est plus du tout là-dedans, hein. On ne peut plus dire aux gens faites tous la même chose de la même façon, ça marchera tout aussi bien. C'est plus possible. On doit s'adapter à chacun, la fameuse dimension individuelle. Et ça, que vous soyez millennials ou pas, ça ne change pas grand-chose en fait. Et je pense que c'est se tromper de sujet que de dire ne faisons ça que pour les millennials. Faites-le pour tous en fait, hein. Ce sera plus Non, mais efficace. je suis d'accord avec toi. Il y a pas de, il y a une génération qui a des attentes spécifiques, mais aujourd'hui, c'est nos comportements, nos usages qui ont changé et il faut s'adapter à cette nouvelle donne plutôt que euh, de stigmatiser, si je peux exprimer ainsi, une génération. Puisque, Ouais, c'est pas utile. Puis il y a toujours des loupés en plus. Il y a des gens, moi je connais des gens plus jeunes que moi, beaucoup moins à l'aise que moi sur l'outil informatique, sur le smartphone. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a créé Apple. Apple a créé un outil qui fait qu'on ne se pose pas de questions, on n'essaye pas de chercher, on te livre tout. Et du coup, l'utilisateur d'iPhone, j'ai rien contre iPhone, hein, tout va bien, ça fonctionne très bien. Mais du coup, on t'a facilité la vie à l'extrême, ce qui fait que bah, j'ai pas cette curiosité, là où les gens qui étaient sur PC à une époque bah oui, je peux tout changer, je peux configurer mon ordinateur comme je le veux, un peu moins facilement sur Apple, même si Apple aujourd'hui revient un peu sur ces dimensions-là. Mais c'est vraiment, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Donc, il faut pas confondre les capacités et les compétences et les appétences des collaborateurs, quels que soient leurs âges, et une génération qui, certes, est née avec l'outil informatique, avec Internet, mais en l'occurrence, si ça n'a pas été accompagné, si ça n'a pas été fait intelligemment, ils ont beau être nés avec, il y en a qui n'en font rien du tout aujourd'hui. Donc, attention à cet amalgame qui n'est pas toujours à propos. je suis d'accord avec toi. Pouvez-vous donner des exemples de livrables que vous demandez, nous demande Jérôme. En fait, les livrables qu'on demande sont en fonction des profils qu'on a. Pour tout ce qui est manager, on va leur demander un SWOT sur l'activité de leur service. Donc ça, c'est un des livrables. C'est est-ce que vous êtes en capacité de nous faire un SWOT sur donc un bilan, hein, à l'issue des 3 mois, un regard que vous avez sur votre service. Pour un collaborateur qui va être plus dans de la production, bah, on va lui donner des chiffres, des objectifs à atteindre progressifs et avec un rapport d'étonnement. Systématiquement, un des 3 livrables qu'on demande, et ça c'est à 100% de nos collaborateurs, c'est un rapport d'étonnement à 30 jours, donc ça fait partie des 3 livrables. On va lui demander aussi un bilan de son activité et on va lui demander des opportunités d'amélioration. Donc ça fait partie des livrables qu'on demande régulièrement à nos collaborateurs. L'idée, c'est pas de leur dire vous êtes bon, vous n'êtes pas bon au bout de 3 mois, hein, ça n'aurait pas de sens. Par contre, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui vous étonne dans la boîte, en bien, en pas bien, qu'est-ce que vous voudriez améliorer pour le client sur votre métier. Et puis, quand on est manager ou quand on a un service, on est vraiment sur cette dimension de SWOT, parce que bah, s'il prend en main son service, il doit l'accompagner, il doit aller plus loin. Et ça vous permet en fait, hein, alors ça, c'est des livrables types, hein, vous pouvez avoir tout un tas d'idées là-dessus, ça, c'est pas tellement un sujet. Nous, si on a mis cela en place, c'est pour aller aussi mesurer l'intérêt du collaborateur par rapport à l'entreprise. Est-ce qu'il a été curieux? Ça, c'est notre fameux, pour notre rapport d'étonnement, c'est est-ce que tu as été curieux? Est-ce que tu es allé regarder? Est-ce que tu as interrogé tes collègues, tes collaborateurs, etc., etc. Donc, on va aussi pouvoir récupérer un certain nombre d'éléments comme ça à l'issue de ces 3 livres. Et puis, l'engagement qu'il a eu à les tenir. Très intéressant, ouais. Très clair, très concret. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer le webinaire. Donc, on vous remercie pour votre participation. Ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur Internet très rapidement. Et puis, on vous dit à très très bientôt pour de prochains webinaires. Et on vous remercie encore pour votre participation. Merci beaucoup.